Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, comme on vous l'a présenté, on va enchaîner avec la table ronde consacrée à proprement parler à la tokenisation. On va se concentrer sur les opportunités potentielles de cette tokenisation, dans quel cadre elle peut se faire, notamment au niveau français, au niveau européen, et voir dans quelle mesure on peut donc explorer ces opportunités au mieux et également dans un cadre de confiance. Donc pour m'accompagner aujourd'hui et pour en discuter, j'ai donc la chance d'avoir trois panélistes. Je commence avec donc Anne Maréchal. Anne Maréchal, donc après une carrière de haute fonctionnaire à Bercy, vous avez donc exercé pendant plus de 8 ans à la direction des affaires juridiques de l'AMF. Vous avez rejoint il y a quelques mois le cabinet donc De Gaulle Fleurance en qualité d'associé. Vous dirigez donc l'accompagnement Web3 de ce cabinet, donc tout ce qui a trait à la tokenisation, aux actifs numériques, naturellement, au métavers. Voilà. Et vous avez contribué notamment à tout ce qui a été la réglementation française, notamment le cadre donc avec l'AMF de la loi Pacte, et également au niveau européen sur l'encadrement pilote des security tokens, donc on en parlera également aujourd'hui. Ensuite, Marilyn Ricard, vous êtes partenaire chez Deloitte. Vous êtes spécialisée sur la blockchain et les assets digitaux et vous êtes membre du board mondial sur ce sujet. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez plus de 26 ans d'expérience dans le secteur financier sur les sujets notamment risques et regulatory, et plus de 7 ans d'expérience sur la blockchain. Vous intervenez notamment auprès de grands groupes, par exemple la BNP, la Société Générale, la Banque de France, et vous avez aussi accompagné des startups plus purement crypto, si l'on peut dire, avec par exemple Wallet, Ternoa ou Petal. Et enfin, je terminerai avec Babacar Ensek. Donc Babacar, vous avez de nombreuses expériences, notamment dans l'aéronautique, dans les réseaux mobiles, les télécommunications. Vous avez donc fondé, par exemple, une société qui était consacrée vraiment à ce sujet-là. Ensuite, vous avez accompagné et travaillé au sein de Airbus Aerospace. Vous avez aussi accompagné et travaillé au sein du groupe Orange sur ces thématiques. Et aujourd'hui, vous nous présenterez également tout votre travail au sein du groupe Petal, le groupe Petal qui est un projet lancé depuis 2 ans et consacré à proprement parler à cette tokenisation et aux actifs numériques. Donc on va reprendre tous ces sujets ensemble. Et pour commencer, je pense que le plus simple serait tout simplement, Babacar, que vous ouvriez la discussion pour nous présenter à proprement parler le projet Petal. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est censé offrir. Donc je vous laisse entamer. Merci pour cette introduction. Merci également à Anne Maréchal d'avoir accepté d'échanger sur ce sujet très innovant, et Marilyn. Alors, Petal Group, c'est une société de finance basée à Paris. Nous développons depuis 2 ans une place de marché qui permet d'échanger des actifs tokenisés. On parlera de tokenisation tout à l'heure. Donc, c'est une place de marché qu'on peut situer entre Euronext, qui permet d'échanger des actions, et Binance, qui permet d'échanger des cryptos. Et là, vous avez Petal au milieu, qui vous permet d'échanger des actifs qui touchent à la vraie vie, qui touchent à nos vrais assets, et qui permet de pouvoir utiliser la technologie blockchain, la tokenisation, mais aussi toute cette vélocité qu'apporte évidemment l'innovation de la finance digitale. Donc, le cœur de métier de Petal, c'est la tokenisation. C'est l'étude de tous les processus, que ce soit juridiques, techniques et commerciaux, qui permettent de prendre un actif, comme un immeuble, par exemple, ou bien une œuvre d'art, et de pouvoir le titriser, donc le découper juridiquement, et ensuite de pouvoir mettre chaque morceau de cette œuvre sur une plateforme, qui est la plateforme Petal, et de pouvoir l'échanger partout dans le monde en tant qu'émetteur du titre ou tout simplement le négociant. Donc c'est à ce moment-là que rentre l'aspect innovant de Petal, qui permet en tant que plateforme d'échange, donc un exchange, de fournir la possibilité pour des asset managers
d'apporter des assets pour évaluer la possibilité de lister ces assets et d'exploiter commercialement dans un nouveau régime de copropriété, du coup, puisqu'on partage la propriété de son bien avec d'autres dans le monde. Et en même temps, on apporte des liquidités. Et c'est cette partie-là dont on reviendra un peu plus tard. C'est comment on apporte de la liquidité sur des assets qui sont illiquides avec une plateforme qui permet ces échanges de valeur. Petal se présente comme un fonds donc tokenisé. Quelle est la valeur ajoutée de cette tokenisation justement dans vos activités? Je pense que c'est une question intéressante au vu notamment de l'échange auquel on vient d'assister juste avant. Donc pour les asset managers et selon vous, Babacar, quel est l'intérêt de cette tokenisation et quel est votre point de vue chez Petal? Alors, les clients de Petal sont les investisseurs qui cherchent à obtenir un meilleur rendement de leurs capitaux, mais aussi les asset managers qui sont les gestionnaires pour ces investisseurs. Donc, c'est les deux targets que nous avons dans un premier temps, avant d'attaquer un peu le monde retail un peu plus tard, on va dire, une fois que nous sommes un peu plus rodés. Donc, la valeur ajoutée principale qu'apporte Petal, c'est de fluidifier le processus d'investissement. Donc, quand vous investissez aujourd'hui dans ce que les jeunes appellent l'ancien monde, c'est-à-dire aller chez son banquier, le rencontrer ou rencontrer certains acteurs et d'essayer de comprendre quels sont les produits financiers qui sont disponibles, quelles sont leurs performances. C'est un processus très compliqué, très long. Et pour la nouvelle génération, ou même pour l'ancienne génération, si on ne parle pas des générations, investir est quelque chose d'inné à chacun d'entre nous. Fructifier ces assets, ça doit être inné. Et Petal simplifie ce processus en apportant finalement une plateforme qui permet à un détenteur d'un 5 étoiles qui rencontre quelques problèmes de liquidité de dire ok, je vais tokeniser mon immeuble de 5 étoiles, je sépare mon activité d'opérateur d'hôtel et de mon activité de biens immobiliers. Et à ce moment-là, je me sépare, je fais un démembrement de mon activité. Et la partie immobilière, mais je la tokenise et ça fait rentrer de la liquidité qui est utilisée pour le développement de l'activité. Donc là, on voit des cas de plus en plus, notamment dans l'actualité, une société dans le commerce, dans le distributeur de produits alimentaires cette semaine qui est au bord du dépôt de bilan et pourtant qui détient beaucoup d'assets physiques partout en France et qui aimerait avoir de la liquidité sous forme de crédit ou d'investissement. Et ce que Petal peut apporter dans ces cas-là, une fois que nous aurons nos agréments, c'est de pouvoir faire appel à l'investissement auprès d'investisseurs qualifiés dans le monde entier, puisque l'investissement, je vous le rappelle, il n'y a pas de frontières. L'investissement, vous pouvez être chinois et investir en France. Vous pouvez être américain et investir. Ça se fait déjà sur la bourse avec Euronext. Donc, ce que Petal offre, c'est la possibilité de prendre des assets de très grande valeur, de faire les études de rentabilité, de les lister sur la plateforme et de permettre, par un processus qu'on appelle la tokenisation, permettre à des investisseurs un peu partout dans le monde de rentrer dans ce régime numérique de co-investissement. Très bien, on reviendra un petit peu sur le détail tout à l'heure. Anne Maréchal, à l'heure actuelle, quel est le cadre juridique qui s'applique à cette tokenisation? Dispose-t-on notamment des outils juridiques pour mener à bien ces projets de ce type, à la fois en France et en Europe? Oui, la question se pose tout de suite quand on entend l'existence de ces beaux projets, de savoir si on a un cadre juridique qui le permet. Et effectivement, là, moi, je suis ravie de vous faire partager mon enthousiasme pour le cadre juridique français, parce qu'on a vraiment la chance d'avoir un cadre juridique innovant, exemplaire et unique au monde aujourd'hui en matière d'actifs numériques et de blockchain. Alors, pourquoi ? Bien parce que à l'AMF, on a été force de proposition dès la fin 2017, on a vu arriver les acteurs de la blockchain qui avaient des beaux projets. Évidemment, les voyous d'Internet, on ne les voyait pas à l'AMF, mais on voyait des chercheurs français de haut niveau, des gens qui avaient des très beaux projets. Et on a eu envie de les aider à développer ces projets et l'innovation que constitue la blockchain. Et donc, on a proposé très tôt, parce qu'on s'est dit que c'était très important, un cadre réglementaire
pour permettre le développement de ces projets, parce que notre conviction, et c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas développer ces projets sans un cadre réglementaire clair et une sécurité juridique. Et donc, on a, si je passe rapidement en revue le cadre que nous avons aujourd'hui, vous verrez qu'il est très complet, puisqu'on a commencé dès la fin 2017 par adopter l'ordonnance blockchain, qui permet de tokeniser des titres financiers non cotés, actions, obligations, titres de part de fonds. Donc ça c'est une avancée importante. On l'a donc autorisé très tôt en France. C'est ainsi, par exemple, que dans l'immobilier, on peut tokeniser non pas l'immobilier directement, mais les titres d'une société dans laquelle va être logé un immeuble. On va tokeniser, inscrire ces titres-là, par exemple d'une SAS, sur la blockchain directement, puisque cette ordonnance permet donc de retracer la propriété et les cessions de ces titres après. Donc ça, c'était la première base qu'il fallait mettre en place. Très vite après, on a proposé la loi Pacte. La loi Pacte, mai 2019, qu'est-ce que c'est ? C'est un encadrement pour les actifs numériques qu'on a défini d'ailleurs dans cette loi, qui ne sont pas des instruments financiers. La loi Pacte ne concerne pas les instruments financiers. Et cette loi a créé un cadre juridique adapté, ad hoc, adapté à la blockchain, inspirée de la réglementation financière qui elle-même, vous le savez, n'est pas adaptée à la blockchain. Donc la loi Pacte crée un cadre très complet puisqu'elle traite à la fois du marché primaire et du marché secondaire des jetons. Marché primaire avec la possibilité d'obtenir un visa pour les ICO, les émissions de jetons. Et marché secondaire, puisqu'on s'est dit très vite, on a vu également se développer donc les plateformes de négociation d'actifs numériques qui ont pris une belle importance aujourd'hui. Et on a créé à ce moment-là l'encadrement des prestataires de services sur actifs numériques, les PSAN, pour les personnes donc, qui offrent ces services sur actifs numériques, donc d'achat-vente ou de conservation pour l'essentiel d'actifs numériques. Donc cette loi a créé cet encadrement, encore une fois, spécifique à la blockchain et est importante. Et elle a 2 étages aujourd'hui. Dans le régime PSAN, vous avez un enregistrement obligatoire qui d'ailleurs existe à peu près dans toute l'Europe aujourd'hui, notamment pour la lutte contre le blanchiment, et un étage plus exigeant avec un agrément optionnel qui est délivré par l'AMF. Il y a environ 80 PSAN enregistrés aujourd'hui. Il n'y a pas encore d'agrément délivré, mais ça ne saurait tarder. Il y a des dossiers en cours. Cet agrément avec cette logique d'optionnalité qui était la marque de fabrique de cette législation. C'était très très nouveau en réglementation financière, vous en doutez. Pourquoi ? Parce qu'on était dans un monde non réglementé et que si on avait été le seul pays au monde à faire un agrément obligatoire, on aurait fait fuir l'innovation sans protéger pour autant les épargnants, puisqu'ils auraient continué à aller sur les plateformes étrangères qui proposaient leurs services sur Internet. Et donc c'est cet agrément-là optionnel qui a directement inspiré la réglementation européenne MiCA. C'est vraiment la proposition que la France a faite à la Commission européenne en lui disant voyez, regardez ce qu'on a fait, ça fonctionne, et c'est devenu le règlement MiCA qui est applicable, qui a été adopté, comme vous le savez, et paru au journal officiel et qui sera applicable à partir du début 2025. Et là, l'agrément deviendra obligatoire et passeportable dans toute l'Europe pour ces prestataires de services sur actifs numériques. Donc vous voyez que ce cadre est extrêmement complet. Et j'ajouterais, pour faire bonne mesure, qu'on a aussi pensé aux security tokens, puisque, comme je vous le disais, les actifs numériques ne sont pas couverts que couvre la loi Pacte et le règlement MiCA, ne sont pas des instruments financiers, sinon on leur appliquerait la réglementation financière. Et donc restait la question des security tokens, c'est-à-dire des instruments financiers qui vont être émis ou négociés sur la blockchain. Et là, on avait vu aussi à l'AMF des beaux projets. Le projet Pétale en est un. On ne parle là que d'instruments financiers sur la blockchain. Il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient des très beaux projets, notamment des banques dans ce domaine, et qui ont des beaux projets aujourd'hui. Et la réglementation financière, là, pour le coup, n'est pas adaptée à la blockchain. Et donc, ils ne pouvaient pas développer ces projets, non pas pour des raisons
techniques, mais pour des raisons juridiques. Et donc la France a proposé à la Commission européenne un cadre juridique spécifique qui est devenu le régime pilote. Donc c'est un règlement européen qui a été adopté en 2022 et qui est applicable depuis le 23 mars dernier et qui permet aux acteurs qui le souhaitent de développer leurs projets sur la blockchain dans le domaine des instruments financiers. Et là, il y a des opportunités absolument formidables, notamment pour les institutions financières et pour les nouveaux entrants. Donc voilà brièvement rappelé l'ensemble du cadre juridique. Vous voyez qu'on a pensé à toutes les possibilités pour que les acteurs puissent développer leurs projets sur la blockchain. Merci. Marilyn Ricard, du coup, on va enchaîner avec vous. Vous avez mentionné justement ces projets qui se lancent aujourd'hui avec cet encadrement qui leur permet de tester, puis ensuite de se lancer en production. En tant que spécialiste blockchain et les nouveaux produits d'investissement financier chez Deloitte, quelles sont les missions que vous menez? De quelle manière est-ce que vous accompagnez, vous conseillez vos clients? Et quel est l'impact de cette tokenisation à proprement parler sur l'audit au sens large? Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, la façon dont je fais les choses, et ça fait 7 ans que je travaille activement dans cet écosystème, parce que j'y crois, c'est un peu la même façon que ce que je faisais avant. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans ce milieu-là, j'ai travaillé 20 ans dans les risques sur les produits financiers, en banque, donc risque de crédit, risque de marché, ALM, etc. Voilà. Et quand j'ai vu arriver cette nouvelle monnaie, je me suis dit que c'était un monde financier complémentaire. J'ai jamais vu d'opposition en fait entre les deux mondes. Hein. Un monde complémentaire qui était en train de se créer et que finalement le plus grand risque, c'était pas forcément la liquidité, le capital ou autre, c'était de ne pas essayer de comprendre ce qui était en train de se produire. Voilà, dans ce monde financier complémentaire. Après, je le regarde alors avec beaucoup de passion. Ça fait 7 ans que je dédie ma carrière à ça, mais aussi du recul, c'est-à-dire que j'ai forcément mon esprit qui a été forgé au risque pendant 20 ans. Donc je regarde ce sujet sous cet angle-là. Comment aider cet écosystème, comment aider les projets à se développer, mais voilà, sereinement et en toute confiance. Voilà. Donc j'y apporte de l'expertise. Il y a, alors au niveau monde, on y croit, la blockchain et au crypto. Chez Deloitte, on doit être 2000. Bon, en France, forcément, un petit peu moins. Mais il y a toutes les compétences autour de la table. Oui, je dirais que c'est l'autre complexité de ce sujet, à part le fait que c'est nouveau, qu'il y a donc un range de vocabulaire complet à intégrer, etc., c'est qu'en fait, c'est complètement multidimensionnel. Donc pour qu'un projet se passe bien, ou qu'un audit se passe bien, il faut différentes compétences autour de la table. Donc des gens qui sont très techniques, qui comprennent réellement comment fonctionne la blockchain qui est derrière. Puis alors ce serait trop simple, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs des technologies. Bon. Qui voient les impacts en liquidité, en capital. La réglementation est en train d'évoluer là-dessus. Alors du coup, c'est amusant parce que je ressors de mon chapeau mes 20 ans d'expérience pour aider ce nouveau monde à se créer, puisque c'est les mêmes, il faut avoir les mêmes réflexes. Il y a des impacts au niveau de la comptabilité. Ça aussi, c'est en train, de même que la réglementation se crée, la réglementation comptable aussi est en train de s'écrire. Il y a des sujets de cybersécurité. Il y a évidemment des questions business derrière tout ça, des questions de crédibilité, de marché, le risque de réputation, etc. Donc c'est l'ensemble de ces dimensions qu'il faut analyser en amont quand j'aide mes clients à construire un projet, ou bien en aval, comme on a pu le faire pour la solution Pétale, avant qu'il n'aille un step plus loin dans le lancement de cette plateforme. Voilà. Et l'impact sur l'audit, il est important. Nos équipes d'audit ont intégré déjà il y a une dizaine d'années des experts data autour de la table, puisqu'avant l'audit financier se faisait par petits échantillons. Maintenant, on regarde tout grâce au pouvoir qu'ont entre leurs mains les data scientists, je dirais. Et aujourd'hui, eh bien, il y a dans tous les grands cabinets d'audit, il y a des équipes comme la mienne
qui interviennent également sur ces audits financiers dès lors qu'un de nos gros clients a mis un doigt dans le métaverse, a minté des NFT, etc. etc. Donc, donc nous aussi on s'adapte, on a mis en place des nouvelles méthodologies, des nouveaux outils, etc. On se transforme aussi pour aider nos clients à se transformer. Merci. Babacar, peut-être que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail à quoi ressemble une tokenisation chez Pétale. Vous avez déjà parlé en introduction d'un exemple en particulier, mais aujourd'hui, pour un produit qu'on souhaiterait tokeniser sur Pétale, comment ça fonctionne? Peut-être un petit peu techniquement, mais déjà au moins sur on va dire le process général. Oui, effectivement. Alors, la première étape pour tokeniser un asset, pour tokeniser un bien, excusez-moi l'anglicisme, pour tokeniser un bien, c'est de connaître le bien en question. Parce que la nature des biens, nous avons travaillé pendant 2 ans sur une classification des assets, des biens qui peuvent être tokenisés. On en a trouvé 27. 27 catégories, ça passe par l'immobilier, les commodities, les produits financiers, les obligations, les dettes privées, on peut tout imaginer. Et chez Pétale, nous avons choisi de nous focaliser sur 2 catégories. C'est d'abord de faire que du premium, ça nous permet de faire des gros volumes, et de faire que des opérations immobilières de grand volume, principalement sur la région parisienne et quelques grandes métropoles dans le monde sur lesquelles nous sommes sûrs de la rentabilité. Ensuite, nous avons les œuvres d'art sur lesquelles nous avons de très bonnes entrées, aussi auprès de familles, de collectionneurs. On parle aussi avec des instituts comme l'Institut de France qui permet d'avoir accès à des œuvres très prestigieuses. Et là-dessus, c'est de faire revivre les œuvres, mais tout en juste faisant partager la propriété de l'œuvre. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle les commodities. C'est l'or, le gold, le blé. Nous avons fait une belle opération l'année dernière que nous avons communiquée, qui est toujours en cours d'exécution, qui porte sur 100 millions d'euros de blé français que nous sécurisons avec nos investisseurs au travers d'une obligation d'ailleurs que nous tokenisons. Et l'opération est très simple, c'est d'apporter de la trésorerie aux agriculteurs. On oublie souvent que les agriculteurs sont des entrepreneurs. Ils dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour récolter le produit de leur blé pour le revendre sur les marchés. Et puis le blé se traite 24 fois à peu près avant de devenir une farine. Donc il y a beaucoup de spéculation dessus. Donc autant dire que l'agriculteur ne détient pas une grosse partie de la valeur à la fin de l'histoire. Donc ce qu'on fait dans ces opérations, c'est on travaille avec 2000 agriculteurs français qui se sont réunis autour d'une coopérative agricole, et nous avons contractualisé avec cette coopérative pour leur apporter ces liquidités qui leur permet à peu près le ticket moyen d'un agriculteur, c'est 150 000 euros. Avec 150 000 euros, il fait son année d'acheter de l'essence, des engrais, de ces matières premières. Et donc l'opération de tokenisation elle-même sur Pétale, c'est une obligation. Donc on emprunte sur le marché pour ces agriculteurs en portant le risque, nous, Pétale, avec notre security token. Donc on émet sur le marché un instrument financier qui s'appelle le Pétale XPTL, donc qui n'est pas encore commercialisé. Je parle sous contrôle des régulateurs. On attend les agréments. On attend aussi de passer sur toutes les phases. Mais l'idée, c'est, vous voyez, on nous a vendu un monde interconnecté depuis plus de 30 ans avec les marchés qui s'échangent électroniquement. Et quand il s'agit de financer le local, les agriculteurs, ça ne marche pas parce qu'on n'arrive pas à chercher l'argent chinois pour le ramener ici, ou les liquidités des Texans, des Américains, tout simplement, sans passer par des grands groupes. Alors, Pétale, concrètement, ça permet d'apporter des liquidités sur la plateforme avec des use cases comme le blé, sur lequel, sur 4 ans, on émet des coupons qui permettent de rémunérer les investisseurs à ce produit. Avec des coupons, comme la finance traditionnelle. Donc l'instrument vit dans une blockchain qui s'appelle le Vortex, qui est une
blockchain que nous avons développé. Et donc, l'expérience est très simplifiée. Pour un investisseur, c'est tous les due diligence qui permettent de connaître l'asset en question, passer par la phase de listing qui est à peu près similaire à une entrée en bourse, donc on est beaucoup plus simplifié évidemment pour l'asset. Donc vous venez avec l'asset, les études, et nos équipes s'occupent de valider la pertinence de lister le bien. Et après on fait des opérations de promotion. Donc, on a été à Singapour l'année dernière pour expliquer cette démarche qui a été très bien reçue par le fonds Temasek, le fonds souverain de Singapour. On discute avec beaucoup de fonds aussi dans le monde qui sont intéressés par le côté justement digital asset, pas forcément le bien physique. Vous me faites une belle transition du coup. Marilyn Ricard, dans quelle mesure pensez-vous que la tokenisation peut véritablement fluidifier les échanges ou voilà, apporter de la nouveauté sur cette thématique-là? Alors je dirais que il peut y avoir l'attrait de la nouveauté pour certains investisseurs, avec effectivement des rendements qui peuvent être intéressants. La simplicité, alors après tout dépend de la solution. Enfin, en tout cas, celle que Pétale a développée, c'est je ne vais pas qualifier ça d'enfantin, mais presque. Je pense qu'un ado, en tout cas, pourrait investir. Et ça me fait venir au troisième point. C'est qu'en fait, et à cette nouvelle génération, on est passé d'un monde, d'une société de consommation à une société d'usage. On le voit chez les plus jeunes. Ils s'échangent leurs vêtements, ils ne font pas de plan forcément à long terme. Enfin, tout est j'ai besoin de quelque chose, ben voilà, je vais prendre mon Vélib, je repars avec. Je ne vais pas demander à mes parents d'acheter un vélo. Et donc là, pour moi, la tokenisation correspond à un besoin des consommateurs aujourd'hui, un accès facile, par petites touches, à quelque chose qui leur tient à cœur. Voilà, les gens ne vont pas aller suivre un troupeau pour... ils vont aller là où ça les intéresse. Donc, on a parlé de tokenisation immobilière. C'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune, si je compare mon cas de figure à des gens dans mon équipe qui ont 30 ans, ils peuvent pas, et pourtant ils ont le même poste que moi quand j'avais leur âge, mais ils ne peuvent pas accéder à l'immobilier aujourd'hui comme on pouvait le faire il y a quelques années parce que les prix ont totalement explosé. Est-ce que pour autant, ils n'ont pas envie d'investir dans l'immobilier ? Eh bien si. Et la tokenisation immobilière, c'est ce que ça prévoit de faire. Donc il y a déjà 200 millions d'euros aujourd'hui dans le monde d'immobilier tokenisé. À horizon 2026, on parle de 4 milliards d'euros. Enfin, ça va réellement se développer parce que ça correspond à un besoin. Voilà. On peut aussi tokeniser des projets qui sont là pour aider à lutter contre les problèmes de climat, à aider l'humanité, etc. Et ben, ça aussi, ça correspond à un besoin. Aujourd'hui, les gens ont envie de s'investir collectivement sur des projets communs pour aider entre guillemets, la planète, en tout cas l'humanité, et facilement et sous forme d'une communauté. Parce que derrière ces sujets de tokenisation, etc., il y a aussi des communautés qui se créent. Derrière les tokens, vous pouvez donner accès à vos investisseurs à entre guillemets des cadeaux ou des séances happy few, etc. C'est aujourd'hui ce que les gens recherchent en fait. Et on l'a vu avec le Covid. Malheureusement, c'était un problème planétaire, mais on a vu quand même que l'être humain était capable de se rapprocher de l'autre parce qu'il y avait une problématique commune à résoudre. Et pour moi, c'est réellement le sens de l'histoire, se donner un destin commun. Alors, c'est pas forcément la terre entière, ça peut être des communautés sur un sujet en particulier. Et donc, à partir du moment où les jeunes, le sujet, le projet les intéresse, ils vont se donner à fond et ils sont brillantissimes. Voilà, ils ne fonctionnent pas de la même façon que des personnes qui, dans cette salle, sont dans mon créneau d'âge ou au-dessus. Donc ça, il faut l'intégrer, mais réellement et vite, parce qu'ils arrivent sur le monde du travail, ils sont déjà chez moi, j'en ai 2. Et de toute façon, le monde, ils vont le façonner comme ils ont envie de le faire. Donc j'en reviens à mes propos du début. Le risque le plus gros, c'est de ne pas rentrer dans cet écosystème. Et quand on est un financier aujourd'hui,
Je veux dire, que ça vous plaise ou non, cette nouvelle finance, elle arrive. Donc lancez-vous, essayez de la comprendre. C'est aussi, je refais l'analogie avec les enfants, mais c'est tellement criant pour moi. Ma fille a le même âge que le Bitcoin, en fait. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive à appréhender le truc. Mais l'adolescence, je veux dire, on comprend rien. Mais malgré tout, il faut rester solide sur ses appuis, savoir ce que nous, on peut apporter ancien au nouveau, donc l'ancien monde financier au nouveau, et laisser de l'espace, en fait, pour se développer, parce que de toute façon, l'avenir, c'est eux. Et donc, soit on est dans le game, soit on finira peut-être pas notre carrière dans les boîtes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Très bien. Anne Maréchal, donc en tant qu'ancienne directrice juridique de l'AMF, je pense que avoir votre avis sur ce qui vient d'être dit, ce serait très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails sur l'approche des régulateurs, alors que ce soit au niveau français, mais aussi au niveau de la Commission européenne, par exemple, sur ces questions? Quelles sont les opportunités qu'il va falloir saisir, puisque de toute façon, elles vont se présenter, on l'aura compris, et comment les saisir, et comment voyez-vous l'évolution de l'interconnexion blockchain et finance dans les prochaines années? Alors pour le régulateur national comme pour les régulateurs en général, les régulateurs européens, c'est très compliqué en fait. Pourquoi? Parce que il y a des défis là, importants. Parce que d'abord il y a un enjeu de protection de l'épargne évident. On a, vous le savez sans doute, en France, on a 9% des Français qui détiennent des cryptoactifs contre 6% d'actionnaires. Ça veut dire que voilà, le monde change. Et l'AMF, qui est responsable, dont la mission c'est la protection de l'épargne, elle a maintenant plus de détenteurs de cryptoactifs que d'actionnaires, si je puis dire, à protéger. Donc ça, c'est une évolution importante. Et puis, dans le même temps, il ne faut pas décourager l'innovation. Ça a été présent, je vous le disais, dans l'esprit du régulateur très très tôt. Comment faire pour faire les deux en même temps ? Protéger et en même temps pas décourager l'innovation, pas faire fuir, parce que vous le savez, on a en France la chance d'avoir des talents, les matheux de la blockchain, on les forme à grands frais, il faut les garder, ils se voient offrir des ponts d'or à l'étranger, il faut les garder. Beaucoup pensent que la révolution de la blockchain est aussi importante que celle d'Internet. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on a raté celle d'Internet, puisque dans les 50 premières entreprises au monde de l'Internet, il n'y a aucune entreprise européenne. Je ne parle même pas d'entreprise française. Donc il ne faut pas faire la même erreur avec la blockchain, j'en ai la conviction. Donc le régulateur européen, je crois, l'a compris avec cet encadrement MiCA. On pense qu'il y a des dizaines d'applications de la blockchain par métier. Donc, dans la finance, c'est important, mais dans des tas d'autres métiers, il y a des applications de la blockchain. Il ne faut pas, comme je l'entends souvent, comprendre que la blockchain, c'est synonyme de crypto-monnaie, parce que c'est plus que réducteur. La blockchain, c'est une innovation technologique. La crypto-monnaie, c'est une des applications, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a celle des instruments financiers notamment, et ainsi de suite. Donc, il faut voir ça comme ça, je crois. Et puis, c'est aussi un défi pour les régulateurs parce que c'est compliqué. Il faut inventer de nouveaux concepts. Je prends un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, la conservation d'actifs numériques? Vous savez ce que c'est que la conservation d'instruments financiers, mais ça veut dire quoi, conserver un actif numérique? La DeFi, comment est-ce qu'on va faire? Il n'y a personne derrière, il n'y a pas de responsable. Qui va appliquer les règles? Donc le régulateur, là, vous avez vu, il y a des réflexions en cours. Comment on va faire? C'est très compliqué. Et on va peut-être passer par des logiques de certification. Mais en tout cas, bon, voilà. Vous voyez, donc il y a des défis importants. Et la conviction qu'a eu le régulateur européen, c'est qu'en tout état de cause, et d'autres régulateurs maintenant dans le monde qui s'y mettent, c'est qu'on ne peut pas favoriser l'innovation, qui, elle, est là, sans avoir une réglementation, en tout cas dans la finance, bien pensée, adaptée à la blockchain et bien pensée. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis, ça me frappe. Je rencontrais la semaine dernière un responsable de la SEC qui me disait on a beaucoup à apprendre de vous, et le président de la SEC a dit il faut qu'on réfléchisse à une réglementation à la MiCA, donc on peut être fier d'être précurseur. Pourquoi disent-ils ça? Eh bien parce que les acteurs américains, et je le vis en tant qu'avocat aujourd'hui, viennent en France s'installer et on leur dit de quitter les États-Unis parce qu'il n'y a pas de sécurité juridique.
C'est quand même fou. Et j'ai vu des acteurs français revenir des États-Unis, pour revenir en France pour bénéficier de cette sécurité juridique qu'on a su leur donner. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et le message est passé. Les pouvoirs publics ont fait un énorme effort pour faire passer ce message. La France offre cette terre de sécurité juridique pour pouvoir développer vos projets, et c'est juste essentiel. Et tous les acteurs qui vont réussir sont ceux qui vont appliquer et respecter les règles, parce qu'on n'imagine pas une banque non réglementée. Ben on est dans la finance. Là, on parle de quoi on parle? On parle de tokenisation d'instruments financiers, on est dans la finance. Donc ça va marcher comme ça, j'en ai la conviction. Deuxième message peut-être que j'aimerais passer, c'est dans les évolutions, il faut vous emparer de ce régime pilote qui est fait pour vous. On l'a fait pour les acteurs français, pour qu'ils profitent de cette opportunité formidable de développer les applications d'instruments financiers sur la blockchain. Quand on y réfléchit, il y a des possibilités absolument extraordinaires dans les paiements, dans la gestion d'actifs. C'est parfaitement adapté à la blockchain, la gestion d'actifs. Et plus généralement, ce qui me frappe dans les évolutions, pour répondre à votre question, je n'avais pas perçu ça en quittant l'AMF il y a quelques mois, mais je le vois maintenant très clairement, et ça va très vite, c'est qu'on a un phénomène de rapprochement des deux mondes. Quand je dis deux mondes, c'est le monde de des cryptoactifs et le monde de la finance traditionnelle. Alors qu'on aurait pu penser, parce qu'il y a quelques années, vous savez que c'était la guerre entre ces deux mondes, on aurait pu penser qu'ils allaient rester séparés longtemps, parce que culturellement, les différences sont très importantes. Mais tout ça est en train d'évoluer, mais très très rapidement. Moi, je constate que les gros acteurs de la crypto, disons, pour faire simple, vont très très vite vers la finance traditionnelle. Ils demandent déjà des agréments bancaires. Ils veulent aller sur la gestion d'actifs. Ils font de la gestion d'actifs numériques et ils veulent faire agréer demain des sociétés de gestion de portefeuille classiques, et ainsi de suite. Donc ça va très très vite de ce côté-là, et ils ont des moyens, pour beaucoup d'entre eux, absolument impressionnants pour le faire, sans même parler d'acquisition de banques qui pourraient faire et qui ont déjà les agréments. Et de l'autre côté, vous avez le monde de la finance traditionnelle qui avance. Plus lentement, j'en ai peur, mais qui avance aussi, qui pense au régime pilote, je l'espère en tout cas. Il y a déjà quelques beaux projets, et qui a des projets notamment dans la gestion d'actifs. Les dépositaires y pensent, les grands fonds, et puis les grands acteurs ou nouveaux entrants. Moi, j'ai un client qui me demande de lui demander des agréments pour créer une banque d'investissement totalement sur la blockchain. Donc voilà, on a ces deux mondes qui se rapprochent, et je trouve que c'est intéressant de s'en rendre compte, parce que, encore une fois, c'était pas intuitif. Et au fond, quand on y réfléchit, les jeunes dont parlait Marilyn, là, qui sont les clients de la cryptosphère, ils vont vouloir tous les services chez le même acteur. S'ils sont chez Binance, ils vont vouloir avoir un compte bancaire demain chez Binance aussi. Et à l'inverse, les banques qui offriront pas une palette de services dans les actifs numériques vont peut-être le regretter, parce que les clients vont le demander, je pense. Merci. Et je vais du coup vous demander votre avis aussi, Babacar, Marilyn, sur on va dire cette interconnexion de plus en plus marquée entre finance traditionnelle et crypto-finance. Sans les citer, la semaine dernière, on a eu un commentaire notamment de BlackRock qui est en train de batailler pour son ETF Bitcoin, mais qui mentionnait la tokenisation comme quelque chose qui allait probablement être monumental. Donc là, je les cite. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et un petit peu même question que pour Anne Maréchal, comment vous voyez les prochaines années sur cette tokenisation? Je vais partir d'un proverbe japonais qui dit qu'il faut se méfier de l'eau qui dort, pas parce que l'eau est en train de dormir, mais parce qu'il n'y a pas de vie dans l'eau. Vous voyez, j'ai l'impression que la finance aujourd'hui, c'est une finance où il y a beaucoup de cupidité, on essaie de gagner tout le temps, et à la fin, on tue les écosystèmes parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vélocité. Je travaille avec le professeur Christian Boissieu, qui est connu sur les théories de la monnaie pour avoir enseigné toute la vie ce que c'est que la théorie de la monnaie.
Et aujourd'hui, on a l'opportunité extraordinaire, il me disait, et qui pourra vous reconfirmer publiquement, d'avoir l'émergence de monnaies privées sous forme de crypto-pétales. Et là, il faut voir leur opportunité, l'utilité, à quoi ça peut servir. Et là, on a une opportunité de créer un instrument financier ou une crypto qui permet d'accélérer la tokenisation. La tokenisation est une opportunité, ce n'est pas un besoin que nous essayons de créer. C'est une opportunité parce qu'on vit dans un monde de plus en plus pauvre en termes d'échanges économiques, de plus en plus avec des ruptures. En France, on dit 3% de la population possède l'intégralité des richesses, et c'est assez représentatif dans le monde. Et quand on regarde les critères ESG des Nations Unies, l'égalité, c'est quelque chose qu'ils essaient de promouvoir. Donc nous, chez Pétale, ce n'est pas que par moi, avec toute l'équipe, on pense qu'avec une plateforme de tokenisation en France, qui va devenir européenne, qui va permettre l'échange de valeurs, le partage d'opportunités, la distribution, la vie sociale aussi. On crée un écosystème dans lequel on peut à la fois investir, avoir une vie paisible, gagner sa fortune et aussi contribuer à l'économie réelle, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'économie réelle, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait fonctionner nos institutions, nos administrations, nos écoles, l'administration, les taxes, les impôts, etc. Et c'est pour ça que Pétale a fait le choix d'une démarche de conformité légale depuis le début. Dans les premières marches, on a pris tout le temps. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises françaises qui mettent une année pour faire des études juridiques avant de se lancer dans le filing, comme on appelle les dépôts d'agrément, pour être sûr qu'on adresse tous les aspects de la conformité. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la même situation que nous, qui essaient de promouvoir, la technologie blockchain, qui est une belle opportunité, les security tokens. Bon, nous, on fait un peu l'exception parce qu'on expérimente avec le régulateur la première application en France avec Pétale. On va réussir de façon très, très concrète. Et donc, BlackRock ne fait pour moi que commenter les choses qu'on fait depuis 2-3 ans chez Pétale. C'est préparer la tokenisation et attaquer le marché. On n'a pas besoin de grandes phrases. Évidemment, on respecte les choix et orientations qu'ils donnent pour dire que c'est le futur de la finance. Ils arrivent à faire courber les banquiers centraux qui commencent à observer le phénomène, à faire des études internes pour donner des opinion papers, comme on dit. Mais nous, on le vit, on développe, on a une plateforme opérationnelle, on est en levée de fonds, on est en train de clôturer une belle levée pour ensuite sélectionner des belles assets que nous allons faire partager à notre communauté d'investisseurs, petits comme grands. Voilà. Parfait. Marilyn, peut-être le mot de la fin, justement, avec votre point de vue de spécialiste sur ces thématiques aussi. Et ensuite, on passera aux questions du public s'il y en a. Je dirais que... alors oui, bon, moi j'y crois, ça va se développer. Je ne saurais pas vous mettre de chiffres en face parce que j'ai trop longtemps travaillé sur des modèles financiers qui donnaient des chiffres. Là, l'animal est trop... voilà, c'est très fractal en fait comme sujet et je pense que c'est impossible à modéliser et qu'il faut juste se laisser porter et rentrer dans cette mouvance parce que à nouveau derrière tout ça il y a il y a des têtes et des bras là qui arrivent sur le marché et qui n'ont qu'une envie, c'est de construire des choses ensemble, d'acheter, revendre, etc. Enfin, le système d'échange qu'il y a derrière la tokenisation est extrêmement puissant et correspond vraiment aux besoins du marché. On a besoin on passe notre vie à scroller comme ça sur Instagram, sur LinkedIn, sur machin. Demain, on va scroller les tokens, c'est pareil. Enfin, et après, alors, certains disent c'est encore une vague, ça va s'arrêter, etc. Mais le monde va de plus en plus vite. C'est pas que le monde de la finance et les use cases de la blockchain qui vont vite. Enfin, les collections de mode, avant, il y en avait 2 par an, je le sais, mon papa travaillait dans la haute couture. Aujourd'hui, il y a
avec cette affrosité de Shein, là, tous les jours, une nouvelle collection qui sort, et on n'y peut rien. Le monde va de plus en plus vite, et donc la finance aussi doit s'adapter, parce que de toute façon, sinon, les gens trouveront des systèmes parallèles. On peut revenir au système d'échanges locaux. Derrière la blockchain, il y a aussi un peu cette philosophie-là, mais qui peut inclure beaucoup plus de monde que la finance actuelle, et qui peut inclure aussi les financiers d'aujourd'hui. Voilà, donc ne ratez pas le train, parce que de toute façon, ça se fera sans vous. Parfait, merci. Si vous avez besoin d'aide, on est là. Peut-être pour terminer, voilà, s'il y a des questions dans la salle. Oui. Oui, bonjour à tous. Je voulais savoir, concernant l'échange des tokens, existe-t-il une chambre de compensation à l'instar des marchés organisés d'Euronext pour pallier au risque de contrepartie? Autre question, quand on détient un token, est-ce qu'on peut le revendre tout de suite ou est-ce qu'on est propriétaire, comme les instruments financiers, mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas des instruments financiers, à J+2? Merci. Oui, alors en ce qui concerne Petal, nous sommes intégrés directement dans le système financier actuel, legacy, ça veut dire avec les banques de dépôt, les systèmes prudentiels de contrôle, les chambres de compensation pour tout ce qui concerne nos échanges de valeurs Petal contre euros. Donc c'est des choses que nous sommes en train de développer. Mais évidemment, c'est un projet. La partie qui touche les monnaies est encore légale. On ne peut pas aller trop dans le fonctionnement puisque nous attendons les agréments des autorités pour nous prononcer. Mais on s'inscrit dans une logique où l'ensemble des tokens de Petal ont collatéral en assets physiques, soit en dépôt dans nos comptes en euros, soit investis, mais il n'y a pas de delta flottant qui fait penser à des modèles comme on a connu récemment, très négatifs. Donc d'où la raison pour laquelle nous avons des auditeurs pour mettre en place ces processus de contrôle. Mais quand on regarde l'intégration de projets comme Petal de tokenisation avec les systèmes traditionnels, on s'interface avec les data clearing house, avec les sociétés de clearance, les providers de monnaie, anti-money laundering, les KYC providers. On est dans les mêmes exigences qu'une banque, un peu moins, certes, mais dans le fonctionnement, on est dans un système de whitelisting à la fois des détenteurs de tokens et du token lui-même. Pour les security tokens, je parle pas des utilities qui sont peut-être... Mais tous les projets sérieux ont des systèmes de KYC solides, on va dire, à l'entrée. Et la réglementation est aussi en train d'évoluer dans ce sens-là. Anne en parlait tout à l'heure. La CPR a lancé une consultation sur la finance décentralisée, la DeFi. Les textes proposés étaient, à mon sens, et j'ai 7 ans d'expertise sur le sujet, donc très très haut niveau déjà. Donc bravo pour les différentes personnes qui sont intervenues pour rédiger la chose. Et moi j'ai participé via Deloitte et un groupe de travail de l'AFG. Donc oui, les asset managers se préoccupent beaucoup de ces sujets-là et sont déjà en train de rentrer dans cet écosystème ou lancent des projets pour y rentrer. Bref, dans cette consultation sur la DeFi, il y a évidemment le sujet du risque de contrepartie, des KYC, etc. Et tout ceci va être encadré, audité. Voilà. Donc ce sera aussi sérieux que... déjà, les projets sérieux cochent déjà la case. Et pour tous les projets qui vont se lancer, il y aura une réglementation pour encadrer ce risque de contrepartie. Merci à vous. Je crois qu'il y a d'autres... Raphaël ? Non, c'est vrai qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué. Le mot n'a pas été prononcé, je suis surpris, c'est le mot de ESG. Est-ce que cette finance décentralisée qui s'interconnecte de plus en plus vite, et peut-être, Babacar, vous avez dit par cupidité, disons-le, est-ce que le choix de s'institutionnaliser fera quand même qu'ils seront soumis comme les autres aux mêmes contraintes environnementales, sociétales, de gouvernance ? Oui, et je parlais tout à l'heure de projets communs, et c'est pour ça que les communautés adhèrent déjà à cette idée de tokenisation et autres. Vous allez pouvoir demain choisir d'investir dans un projet green ou dans autre chose. Il y a des très beaux projets NFT qui sont en train de sortir.
Dans quelques mois, semaines, ce sera officiel. Il y a vraiment des gens qui... Alors, il y a encore trop peu de green dans la tech, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais il y a des très beaux projets, et encore français. Et Anne le disait tout à l'heure, et on a l'exemple avec Pétale autour de la table, on a quand même plein de Français les Français, voilà, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. La petite blague. Mais oui, il y a des très belles idées en France, et pour limiter les impacts de dérive du climat, que ce soit sur Terre, dans les airs, sur l'eau, etc. Ça arrive à l'automne, et le régime pilote va libérer les chakras de tout le monde, et ceux qui avaient des idées mais qui n'osaient pas se lancer vont se lancer. J'apporte un petit complément de réponse sur l'ESG. Le premier investisseur que nous avons eu sur Pétale, qui nous a motivés, est un investisseur qui nous a dit: j'investis chez vous des carbon credits si vous savez les convertir en monnaie légale, et puis vous les utilisez. Et la deuxième condition, c'est que vous faites quelque chose de green avec votre blockchain, vos infrastructures, vous ne consommez pas trop, et puis vous investissez dans l'économie réelle de façon impactante que sur le green. Okay. Et donc, pour vous dire, c'était un facteur de motivation pour nous pour démarrer ce projet. La deuxième, c'est qu'avec notre plateforme, on peut faire ce qu'on appelle la finance dirigée. Vous pouvez investir sur des actifs tokenisés qui sont totalement green, parce que nous avons fait le choix de sélectionner ces actifs, comme vous pouvez aussi sélectionner des fonds à impact ou des fonds green qui sont relistés sur notre plateforme pour être redistribués. Voilà. Alors, merci pour cette question et ces réponses qui font le lien avec nos invités suivants.